3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Frédéric Rollin est avec nous ce soir, conseiller en investissement de Pictet Asset Management. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à Stéphane Prévost de nous accompagner également. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Directeur général de la financière responsable, et Pierre Bismuth, à nos côtés également en plateau, DG et responsable des gestions de Myria Asset Management. Bonsoir Pierre. Bonsoir Grégoire. Merci d'être avec nous. Est-ce qu'il y a un risque que les banques centrales soient à nouveau en train de perdre le contrôle des anticipations d'inflation, Pierre ? Alors, effectivement, on voit que les swaps d'inflation, donc l'inflation anticipée par les marchés, notamment en Europe, c'est pas vraiment le cas aux États-Unis, mais en Europe, commence à décaler et on s'éloigne de plus en plus de la cible des 2% pour... on a franchi la semaine dernière d'ailleurs le seuil de 2,5%. On est revenu... sur le 5 ans, c'est ça qu'on regarde et que la Banque Centrale Européenne regarde ? Absolument. Et c'est vrai qu'on a justement ce matin modifié légèrement notre scénario de marché pour prendre en compte cette nouvelle donnée qui fait qu'on peut se demander si la Banque Centrale Européenne garde toute sa crédibilité. Alors on sait que le problème d'une banque centrale comme la Banque Centrale Européenne, c'est qu'on n'a pas d'unité fiscale et qu'on a des hawkish d'un côté, donc les pays du Nord et l'Allemagne, et puis des gens plus laxistes, on va dire, comme nous-mêmes, les Français ou les Italiens, voire les Grecs. Alors c'est vrai que cette désunité peut poser problème dans la fixation d'un taux unique pour lutter contre une inflation qui a des décalages. On voit bien que les gouvernements luttent différemment contre l'inflation. C'est vrai que on n'avait pas prévu cette inflation cœur qui a continué de remonter la semaine dernière. Et on voit que la BCE est un petit peu cornérisée par les marchés. On attend beaucoup du discours de Christine Lagarde, puisqu'elle avait déjà annoncé une hausse de 50 points de base, mais c'est la suite qui va piloter, en fait, dicter un peu l'avis des marchés. Qu'est-ce qui s'est passé en quelques semaines qui mettent à nouveau ce risque de crédibilité, ce risque de désancrage des anticipations d'inflation sur la table, alors que c'était quand même une des grandes victoires de 2022 pour les banques centrales, à travers les discours plus agressifs les uns que les autres, à travers des hausses de taux rapides et intenses, la phase de front-loading. On avait cassé cette dérive des anticipations d'inflation et on réussissait, au moins jusqu'à la fin de l'année dernière, à les contenir dans des zones qui paraissaient acceptables à terme. C'était quand même une première victoire importante pour les banques centrales. Qu'est-ce qui a changé de ce point de vue-là ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs sentiments ou faits qui se conjuguent. On a la réouverture très rapide de la Chine qui peut donner le sentiment que finalement la croissance mondiale va être beaucoup plus forte que prévu. Et d'ailleurs, on a vu que les prévisions de croissance en zone euro et aux États-Unis commencent à remonter, alors qu'on était plutôt en fin d'année sur un scénario récessif. Là, on voit que malgré des hausses des taux, on a des prévisions qui remontent. Et on a toujours ce marché du travail inexplicable qui est d'une force absolument incroyable, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. On voit que la consommation tient, on voit que le marché immobilier a du mal à se réévaluer sous l'effet des hausses de taux. On a toujours des prix qui sont quand même finalement assez élevés, même si on a certaines presses qui quittent sur des chutes de l'immobilier. On parle de chutes de 1%, ce qui est quand même assez résilient. Donc on a des conjunctions... Même le battage médiatique n'arrive pas à... C'est ça, le problème, c'est qu'on a une conjonction de facteurs de faits et une conjonction d'impressions qui font que c'est très difficile de renverser la vapeur. Alors après, c'est quand même on a des chiffres qui passent de 5,3 à 5,6. On est quand même pas non plus dans un dérapage. On a quand même passé le pic aux États-Unis. On a passé le pic de l'inflation headline en Europe. C'est vrai que le chiffre d'inflation cœur a été une mauvaise surprise la semaine dernière, mais finalement qui n'a pas fait véritablement trembler les marchés. Vous l'avez dit en introduction, aux États-Unis, Jérôme Powell est extrêmement ferme dans le discours. On verra ce que ça donne dans les faits. Est-ce que c'est, on sait que la Fed aime manier le bâton avec un discours très fort, et puis on voit que dans les faits, ça peut se radoucir. Ça, c'est vraiment la crédibilité qui est très ancrée. En Europe, on doit encore peaufiner notre discours, je pense, du côté de la BCE pour être plus crédible encore. Ouais.
j'entends. Bon, le suspense est un peu relancé quand même. Jérôme Poel remet sur la table la possibilité d'une hausse de taux de 50 points de base le 22 mars prochain, Frédéric. Oui, la Fed constate que l'inflation finalement est un petit peu plus collante qu'elle ne l'anticipait. Et c'est vrai, on a eu des chiffres qui étaient plutôt médiocres et même tout à l'heure, le chiffre des prix des voitures d'occasion qui a continué de monter. C'est reparti à la hausse. Et donc, il y a une certaine inquiétude, force du marché de l'emploi, etc. Nous, on pense que l'inflation va baisser, mais qu'il faudra quand même que la Fed soit sévère. Alors, je ne sais pas s'il faudra qu'elle remonte de 5 ans. Je ne sais pas s'il y a urgence, parce que la tendance à la baisse de l'inflation, pour nous, est bien là. Mais attention, ce qui est important pour nous de dire, c'est que la Fed devra rester quand même sévère longtemps. Donc les baisses de taux qui ont été anticipées à un moment donné, ça a disparu du marché vers le milieu de l'année et puis même vers la fin de l'année, je pense qu'il ne faut pas y compter. Alors d'un côté, pourquoi l'inflation va baisser doucement? Parce qu'on a déjà eu le meilleur. C'est-à-dire qu'on a eu une baisse des prix des biens à la consommation, de l'inflation, qui a été très forte. On est autour de 1% aujourd'hui. Pour les biens. Pour les biens. Oui, bien sûr. Et puis ensuite, c'est les services qui continuent de monter. Mais dans les services, on a les loyers, et les loyers quand même, donc on a des baisses de prix très, très modestes manifestement en France sur l'immobilier. Aux États-Unis, c'est un petit peu plus sérieux quand même, l'immobilier est vraiment à la peine, parce que pour le coup les taux d'emprunt ont fortement monté, et en général à peu près 12 mois après, et on arrive à ce moment-là, une baisse des prix immobiliers, on a une baisse, pas une baisse des prix des loyers, mais en tout cas un ralentissement de la hausse. Donc ça paraît aussi bien s'engager. Donc oui, une baisse en général, mais pas si rapide que ça, parce que les loyers, la hausse des loyers va baisser doucement, que certains services vont rester quand même dans un contexte inflationniste à cause de l'emploi et à cause d'une épargne forte accumulée, et qu'on ne peut plus attendre grand-chose du côté des biens. Donc, pas d'inquiétude sur de nouveau un nouveau cycle de hausse des taux, mais effectivement, on est assez d'accord avec Jérôme Poel, pas forcément 0,50, mais il faut prendre ça sérieusement. Et puis, du côté de la BCE, quasiment rien n'est fait. C'est-à-dire qu'on regarde l'inflation monter aujourd'hui et on espère qu'il va se passer la même chose en Europe qu'aux États-Unis. Enfin, rien n'est fait, 300 points de base de hausse de taux quand même. Oui, mais en termes d'inflation cœur. Ah non, 9 mois après, on a toujours une accélération de l'inflation cœur. C'est ce qui pose la question quand même de la transmission, ou à minima du délai de la transmission de la politique monétaire qu'on a en Europe. Voilà, et donc rien n'est pro. Et pourtant, ce qui est assez intéressant, c'est que la transmission du côté de la Fed, c'est fait assez fortement à travers l'immobilier et l'effet de richesse, mais on a encore des banques qui prêtent aux États-Unis. Donc n'oublions pas quand même que ça aussi, ça va venir faire probablement baisser la croissance et l'inflation. C'est que les intentions de prêt des banques et les demandes de prêt de la part des particuliers et des entreprises sont en train de baisser. Alors qu'en Europe, on a déjà eu quand même un petit peu de reflux de la croissance du crédit. Vous dites qu'il y a quand même l'idée qu'il faut être un peu patient. C'est-à-dire que la transmission de la politique monétaire, alors tout ça est très documenté, il y a toute une littérature très académique et officielle de ce point de vue-là, mais c'est vrai qu'on n'a jamais connu cet épisode inflationniste depuis des générations. Au regard de la vitesse, de l'intensité des hausses de taux qu'on a pu mettre en place en 2022, j'ai l'impression que les investisseurs auraient aimé quelque chose d'un peu plus direct, un peu plus rapide. Et il ne faut pas céder à la tentation de la panique d'une certaine manière. Vous dites, pour les banques centrales, il faut vraiment inscrire cet effort dans la durée. Et c'est ça qui est un peu difficile quand on voit encore les niveaux d'inflation, de résilience, d'activité qu'on observe un an après. N'oublions pas que les hausses de taux de la Fed vont avoir un impact très direct sur la croissance et ont déjà un impact très direct sur la croissance. C'est-à-dire que le marché de l'immobilier est quasiment à l'arrêt aux États-Unis. Tout ce qui est CAPEX, la croissance du CAPEX est en train de ralentir fortement et la consommation est quand même maintenue, je dirais, entre deux barrières assez étroites. D'un côté, on a des pertes de pouvoir d'achat qui n'incitent pas à une surconsommation. De l'autre côté, on a quand même une épargne accumulée très très forte qui fait qu'on va quand même continuer de consommer parce que peut-être tous expérimenté une fois dans notre vie, baisser sa consommation, c'est vraiment difficile en fait. Donc on a une consommation qui va tourner autour de 1%. Donc tout ça fait que la croissance n'est pas là, la demande n'est pas très forte. Avoir d'un seul coup une réaccélération de l'inflation, mais pourquoi ? Donc non, ça va baisser, mais il faut être patient. Et puis il faut que la Fed soit plutôt sérieuse.
Attention quand même, ne pas sur-anticiper des resserrements de la Fed, parce que voilà, on a ce ralentissement, on a une courbe des taux qui est très inversée, on a des banques qui vont arrêter de prêter, on a quand même des pertes de pouvoir d'achat. Être un petit peu trop sévère du côté de la Fed, c'est quand même risquer la récession. Alors on l'a un peu oublié, on a eu des très bons chiffres, etc., c'est très bien, mais attention quand même, on marche un petit peu au bord du précipice en termes de croissance, c'est remonter un petit peu, mais il ne faut pas que la Fed quand même soit trop sévère. Donc, c'est un vrai débat. Hein. Il y a faire un quart de point qui vont continuer à leur rythme, sauf un nouveau chiffre d'inflation particulièrement sévère. Mais ce n'est pas, comme je le disais, ce que nous anticipons. Rendez-vous le 14 mars pour le prochain CPI américain. Comment vous analysez l'état de l'inflation et la politique monétaire à ce stade, Stéphane Prévost, on est passé du sprint de 2022 à l'idée d'une course de fond quand même maintenant, avec une inflation qui s'est diffusée, qui s'est installée, alors peut-être pas pour toute la vie, mais en tout cas pour un temps plus long que prévu. Oui, mais en Europe, je pense qu'elle va persister. Nous ce qu'on pense, effectivement, vous avez donné le mot d'ordre, patience. Je me retrouve dans ce qui a été dit précédemment. On pense qu'on a vu des premiers signes d'inflexion. Tout de suite, on voulait aller chercher le pivot. On pensait qu'on avait fait l'essentiel sur les hausses de taux des banques centrales. Je crois que la crédibilité, c'est de maintenir quand même un discours sévère au niveau des banques centrales, et que tant qu'on n'a pas vraiment une inflexion forte de l'inflation, on va être dans ce contexte-là. Et tout signe contraire qui serait reçu et perçu comme tel par les marchés serait un signal de faiblesse et, à mon avis, une mauvaise nouvelle, et provoquerait une réaction négative des marchés. Par contre, effectivement, pour en revenir à l'inflation, cette persistance ne nous paraît pas totalement illogique, notamment en Europe. On est toujours dans un contexte où il y a des perturbations qui sont liées aux tensions que l'on a à travers le conflit ukrainien. On a toujours des effets de second rang là-dessus. C'est ce qu'on voit sur l'alimentaire, c'est ce qu'on voit sur un certain nombre de sujets. On le voit d'autant plus en Europe actuellement. On est vraiment au cœur du sujet. Ça peut persister, ça va rester un peu élevé, mais on pense vraiment qu'à partir du fin du deuxième trimestre, troisième trimestre, on s'attend quand même avec des effets de base à une diminution et un ralentissement, une normalisation. Maintenant, il ne faut pas rêver, on ne va pas aller aux 2%. On ne va pas aller non plus vers des baisses de taux cette année. Moi, j'y crois pas depuis longtemps, vous le savez. Donc, je pense qu'il faut garder raison, mais j'ai presque envie de dire, nous, en termes de gestion, ce qu'on met dans nos portefeuilles, on regarde presque, on vise un peu au-delà, déjà. On vise vraiment ce qui peut se passer dans 6 mois sur le scénario central, où on ne tombe pas dans une récession très forte, et on garde quand même si les taux peuvent monter encore un peu, l'essentiel est fait, et on a une certaine résilience de l'économie. Donc c'est quand même, à moyen terme, 6 mois et plus, c'est l'idée du soft landing qui prévaut toujours selon vous. C'est toujours notre scénario central aujourd'hui. Ah ouais, j'entends. Et on le voit aussi dans les messages des managements, parce qu'il y a eu quand même pas mal de communication. Moi, j'étais un peu surpris de voir la visibilité qui était donnée par des managements qui n'ont pas hésité à confirmer des prévisions de croissance organique, de croissance de chiffre d'affaires, etc. Il y a des secteurs où ça se passe toujours assez bien. Et puis, on voit aussi le pricing power. Donc, du coup, en termes de gestion, on a aujourd'hui, très concrètement, c'était le cas déjà il y a 3 mois, ou depuis quelques mois, depuis que je viens vous voir récemment, on a un pied défensif sur le portefeuille. Donc ça veut dire qu'on est désynchronisé du cycle économique. On a un pied résilient. Donc là, on sait qu'on a une visibilité, une récurrence, etc. Et on a un pied cyclique où là, on estime qu'on a du pricing power. Ouais. Et donc aujourd'hui, sur nos fonds, sur la gestion Action Europe, c'est ce cocktail qu'on met en place pour bien traverser cette période-là. Parce qu'effectivement, d'un mois à l'autre, si on se met dans la perception, la psychologie des marchés, c'est extrêmement compliqué de savoir où ça va aller. Et on le voit, au mois de février, on a eu, quand les taux longs ont commencé à remonter, on a vu que les valeurs de qualité avaient retracé un petit peu. On était revenu sur certains dossiers. Donc, je comprends que l'investisseur soit attiré par cette idée de pricing power. Est-ce que ce n'est pas quand même le nœud du problème d'un point de vue macroéconomique ? On constate que, alors, il y a une augmentation des salaires, mais la spirale prix-salaire
elle est loin d'être évidente, notamment en Europe, puisqu'on voit quand même les prix qui progressent plus vite que les salaires aujourd'hui. On est toujours avec une croissance des salaires réels qui est négative. En revanche, ce qu'on observe, alors il faut distinguer différents secteurs, le positionnement de chaque entreprise. On voit des profits et des marges qui accélèrent et qui vont beaucoup plus vite que la hausse des prix des intrants notamment. Et c'est vrai que là, on se dit, on entre dans une spirale où c'est la hausse des marges, la hausse des profits qui est en train de tirer les prix, ou l'inverse. Enfin, c'est un peu le cercle prix-profit qui prédomine aujourd'hui. Oui, alors il faut quand même regarder, c'est véritablement nous ce qu'on a vu dans nos résultats, dans ce qu'on a en portefeuille. On a vu que c'est quand même le fruit d'une vraie augmentation de la demande et d'un maintien de la demande et de redémarrage très fort. Et on l'a vu à travers le luxe, on le voit à travers la construction, on le voit à travers les activités liées à la transition énergétique sur des sociétés comme ça. Il y a une demande qui est persistante. Et même, on n'a pas une hausse, si vous voulez, des prix qui est uniquement générée par une protection de marge. On a des coûts. Et d'ailleurs, on a eu des révisions en 2022. Certains dossiers avaient souffert, avaient marqué le pas. Je vous rappelle, par exemple, Michelin, si vous preniez, ils avaient donné en début d'année une prévision de free cash flow d'1,5 milliard. À la fin de l'année, on avait 500 millions. Donc il y a eu 1 milliard qui est passé dans les hausses de coûts, de matières, de transport, de logistique, etc. Là, aujourd'hui, quand on voit à nouveau ce que dit ce management, on repart à peu près sur une normalisation. Mais entre-temps, l'effet de hausse de prix a permis d'absorber, de protéger globalement à peu près la marge, mais on a une persistance de la demande et on continue à le voir. Donc c'est difficile à notre niveau d'estimer qu'on a une boucle d'entraînement systématique. Ce que nous disent nos économistes, c'est que de toute façon, la progression des salaires, elle arrive toujours derrière et elle suit avec un certain décalage. C'est le risque qui est encore devant nous. Oui, c'est ce qu'on a encore un petit peu devant nous, mais c'est pas forcément aussi fort que l'inflation. D'après ce qu'ils anticipent. Moi, je trouve que ça pose la question du scénario boucle d'or. C'est vrai qu'au cours du mois de janvier, on avait des données économiques qui étaient un petit peu meilleures et une inflation qui baissait. Oui. On se disait, voilà, on est dans le meilleur des mondes. Finalement, on va maintenir une croissance bénéficiaire. Et puis, dans le cadre de banques centrales qui vont gentiment accompagner la baisse de l'inflation. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que finalement, ça sera un peu soit l'un, soit l'autre. C'est-à-dire que, en tout cas, on peut se poser la question maintenant que, voilà, au moment où finalement les données économiques sont un petit peu plus fortes, l'inflation remonte. Donc soit on aura des banques centrales qui vont être plus sévères parce que l'inflation va remonter sous la pression de la demande, donc plus de bénéfices mais des taux plus hauts, soit l'inverse. Mais le cas scénario boucle d'or où on a les deux, finalement, devient un peu improbable et c'est peut-être ce qui est aujourd'hui en train de rentrer dans la tête du marché. Après, c'est vraiment entreprise par entreprise. Oui, on ne peut pas en tirer des généralités sectorielles, de cas particuliers. Oui. Donc, je ne peux pas tirer des constats généralisés. Non, mais je me mets à la place de secteurs ou d'entreprises qui ont vécu alors sous l'effet de la concurrence, dans une séquence déflationniste très très longue. C'est vrai, quand on a l'opportunité de profiter d'un esprit inflationniste qui s'installe un peu partout, où on ne se pose plus trop la question de savoir, tiens, plus 10, plus 15, plus 20, pourquoi pas, ça passe. Est-ce qu'on n'est pas en train de figer quand même des choses, alors même qu'on a des prix d'entrants, que ce soit les transports, ressources de base, matières premières au sens large, qui sont quand même en train de s'effondrer, venant des pics et des niveaux extrêmes qu'on a pu connaître. Et donc on se dit, est-ce qu'on n'est pas un peu à rebours de ce point de vue-là, l'idée de la spirale prix-profit, prix-marge Alors, moi, je pense que c'est un phénomène classique dans un cycle économique. Après, qu'est-ce que ça va donner sur les marchés ? Finalement, ce qui est étonnant, c'est cette résilience des marchés actions, des marchés du crédit, avec des discours des banquiers centraux. Et moi, c'est un peu ça qui m'intéresse dans mon métier. Et ce que je juge finalement être une très bonne nouvelle, c'est que les investisseurs sont vraiment au diapason. Et même si on a des discours très forts, finalement, c'est considéré maintenant comme une bonne nouvelle. Et qu'on a un pilote dans l'avion, alors que franchement, il y a un an, l'inflation transitoire, on s'en souvient, que c'était compliqué de vendre le transitoire. Finalement, on est toujours dans un cycle assez transitoire aux États-Unis. En Europe, c'est plus compliqué, mais on en a parlé, c'est plus compliqué. Mais on voit bien que les indices internationaux, donc comme le CAC, qui
qui vole de record en C'est record. la référence mondiale désormais. Bah non, mais c'est ça. Bah oui. C'est ça, j'ai bien compris que CAC est devenu Nasdaq, si j'ai bien lu ce qu'on m'a envoyé. C'est vrai que un indice très international comme le CAC, finalement, profite d'un effet de prix fort et d'une exclusivité de certains de ces secteurs qui fait que on a des profits qui sont très élevés. Mais après, sur le partage des profits, alors bon, c'est vrai qu'on est français, donc on s'attache à ce qui se passe en France. Il y a quand même un effort, on va dire, des entreprises pour partager les profits avec les salariés. Donc c'est vrai que les salaires peuvent être un peu décevants. En revanche, il y a une forme de prime exceptionnelle et certains... Les compensations autour des seuls salaires stricts, effectivement, sont plus larges. Voilà, sont beaucoup plus larges que ce qu'on voit dans les salaires, notamment en France. Un mot peut-être de la Chine, effectivement, Frédéric. Alors, comment on interprète les objectifs politiques qui ont été fixés par le pouvoir à Pékin et qu'est-ce qu'on fait avec des actions chinoises alors qu'on a connu un rebond fantastique de novembre jusqu'à fin janvier et qui ont retracé une partie de ces, je sais plus, 50% de hausse peut-être en quelques mois au cours du mois de février. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a plutôt des bonnes nouvelles du côté de la Chine. Les déconfinements se passent plutôt bien, c'est-à-dire qu'on n'a pas cette recrudescence de l'épidémie qui aurait pu faire craindre finalement que la reprise capote. On voit que voilà, les PMI sont plutôt très bons, les trafics routiers a repris et on a un consommateur aujourd'hui qui a accumulé beaucoup d'épargne, alors pas des subventions, il n'a pas eu ces plans Biden etc. qu'on a pu avoir à travers le monde, mais il a peu consommé. Et donc, on a eu une croissance quasi nulle de la consommation pendant 2 ans. Donc, ça fait et donc, ce qu'on voit, c'est que les dépôts bancaires ont tout simplement explosé. C'est pas de l'argent qui est déjà parti dans des investissements, il est prêt à être dépensé. Alors souvenons-nous, quand nous sommes sortis de 2 mois de confinement, la furie autour des magasins, pour eux c'est un peu plus que 2 mois, et donc on peut penser quand même qu'il y aura une reprise assez solide de la consommation. Donc 5% de croissance économique pour la Chine en 2023, ça nous paraît très atteignable. Donc je pense que c'est aussi le message que fait passer le gouvernement chinois, qu'il n'est pas pro-croissance à tout prix, qui veut quelque part un certain partage, et donc il ne va pas tout miser sur la croissance. Néanmoins, on a la consommation qui est là, on a l'immobilier qui montre des signes de stabilisation avec un gouvernement qui, là aussi, a un petit peu modéré son discours en disant, voilà, les lignes rouges, on va vous donner un petit peu de délai, chers promoteurs, donc ça donne un petit peu d'air, donc on pourra avoir en plus, vers la fin de l'année, deuxième moitié de l'année en tout cas, une reprise de l'immobilier chinois, parce qu'il y a quand même une urbanisation qui continue en Chine, il faut construire, et donc il n'y a pas de raison, je dirais, fondamentale et tendancielle que l'immobilier chinois s'arrête. Donc une belle croissance. Des valorisations sur les actions chinoises qui sont très décotées par rapport aux actions américaines, européennes, mais comme d'habitude, je dirais pas ni plus ni moins, elles sont revenues sur des niveaux de décote à peu près normal. Donc nous, on ne compte pas spécialement sur une remontée, une amélioration des primes de risque, mais plutôt une amélioration des bénéfices sous la pression de la croissance. Alors après, pourquoi du coup, avec ces bonnes nouvelles, on a une consolidation du marché? Probablement, et ça c'est peut-être aussi le risque au scénario, c'est quand même le risque géopolitique qui continue d'être assez présent. C'est pas très agréable quand on est investisseur en actions chinoises d'entendre les Américains dire que la Chine se préparerait ou se serait préparée à un moment donné à fournir des armes à la Russie. C'est pas très agréable de voir le président Biden demander à la Hollande, donc à ASML, de cesser de vendre des semi-conducteurs sophistiqués au pays. Donc on voit bien quand même que les relations internationales du côté de la Chine sont pas... c'est plus aussi ininvestissable que ça l'était il y a 6 mois, mais c'est pas redevenu investissable comme ça l'était il y a 5 ans. Les craintes étaient probablement très exagérées. C'était un peu de la peinture fraîche, toutes ces déclarations. Je pense qu'aujourd'hui, les choses sont un petit peu stabilisées. On voit bien que le gouvernement chinois a besoin de croissance et donc il a besoin aussi de continuer d'échanger avec ses partenaires économiques. C'est plutôt, à la limite, près du côté des États-Unis qu'on voit que du côté de l'administration Biden, la pression devient de plus en plus forte. Mais pour nous, ça reste très largement investissable. Cette consolidation, les nouvelles géopolitiques n'ont pas été très bonnes. Tout n'est pas encore dans les cours. Sur les actions chinoises, ce que je veux dire,
Alors sur la croissance bénéficiaire, Non. certainement pas. Certainement pas. Certainement pas, D'accord. puisque voilà, les primes de risque sont à peu près sur l'historique. Normalisées. Et c'est vrai que D'accord. ces problèmes géopolitiques n'ont rien de très nouveau non plus. En revanche, voilà, partout ça va ralentir. Nous, on voit même une baisse bénéficiaire en Europe pour l'année 2023. C'est l'inverse en Chine. Bon, c'est un driver qu'on retrouve dans les résultats, les discours Ah oui. d'entreprises européennes. Je sais pas, vous avez cité Ah le luxe oui, tout à oui. l'heure, des industriels aussi, j'imagine, qui doivent regarder ça de très près. Oui, moi j'ai retenu deux choses de ce qui s'est dit ce week-end en Chine dans les discours économiques. Ouais. D'abord, priorité à la consommation intérieure. Oui. On voit quand même une Chine qui a tendance à se refermer et qui, d'un autre côté, tente de rassurer aussi ses partenaires commerciaux, l'Europe au premier rang. Donc là, c'est quand même une bonne nouvelle, vous avez raison de le signaler, pour les entreprises exportatrices, notamment du CAC 40, mais aussi pour les grandes sociétés allemandes qui dépendent de ce marché. Et le deuxième point, c'est que moi je considère que la Chine, quand on a un objectif, c'est une croissance qui est un peu administrée quand même, hors événement exceptionnel. Donc si le grand patron dit on fera 5%, on peut corriger le chiffre de 4,8 à 5 et on ne sera pas loin de l'objectif. Ce que je retiens, c'est qu'il y a aussi un mouvement politique assez fort, c'est que la personne qui remplace Li Keqiang, Ouais, c'est Li Qiang. Ouais. lui n'a pas de background économique, pas de culture économique, mais il fait partie de la garde rapprochée. Ah oui. Et donc il y a C'est plus le même cercle. Hein. c'est plus le même cercle. Ouais. Il y a une fermeture au niveau du cercle, donc c'est à suivre. J'en Oui. tire pas de conclusion, mais je pense que ça n'est pas, c'est pas anodin et on voit quand même une certaine. Dans le sillage de ce qu'on avait observé au Congrès, effectivement. Oui, oui. Resserrement, On sans resserre. doute, autour d'un Voilà. premier cercle très proche Exactement. de Xi Jinping. Dans la série des bonnes nouvelles aussi, alors je comprends quand même pour tout le monde la réouverture de la Chine, la reprise chinoise, alors la question de l'inflation que ça peut générer, mais j'ai l'impression que ça reste un événement net positif pour nous, si vous validez cette idée-là aussi. Pierre, l'autre bonne nouvelle pour moi, et ça nous ramène à l'Europe à nouveau, c'est l'absence totale de risque souverain dans la séquence à ce stade. Ah oui, Non mais c'est très clair. il y a l'été dernier, c'était le seul sujet de discussion, le spread Italie-Allemagne qui allait exploser dans la phase de normalisation des taux, qui allait limiter la capacité de la BCE à normaliser, et on allait replonger dans la crise souveraine qu'on a tous connue il y a 10 ans, quoi. Une limite avait été fixée quand même. Mais Ouais. bon, pour revenir juste sur la Chine. Sur la Chine, parce que vous savez que j'adore. Donc, selon Myriam ou moi, en termes d'allocation d'actifs, je pense qu'on a toujours mieux à faire, même si c'est une excellente nouvelle pour les marchés développés. Hein. C'est très bien, on en profite, c'est vraiment bien. Après, en termes de gouvernance, c'est toujours, et ça a un peu été évoqué, c'est toujours autant cataclysmique. Donc c'est une Ça très peut bonne plus avoir nouvelle. la même place dans les allocations que je comprends, non, quand même. Nous, c'est vraiment C'est vous qui êtes. Je crois que non, enfin, la question qui se pose, c'est la croissance de long terme. La croissance de long terme, pour nous, ne semble pas avoir été vraiment endommagée. Donc elle va baisser naturellement, Oui, baisse ça, on de la l'avait déjà tous en démographie, tête. baisse des Ouais, gains de d'accord. productivité. Voilà, D'accord. peut-être un petit peu plus de dirigisme, mais aussi des règles qui ont été édictées qui nous semblent plutôt bonnes, en général, en tout cas d'un point de vue économique. Donc non, pas forcément. Je pense que ça a toujours eu une place assez équivalente. Ouais, bon. Nous, on préfère vraiment investir Ah ouais, sur des marchés qui libres. fait un marché. Libre, hein, ça c'est sûr que le fonctionnement libre des marchés, c'est quand même clé sur l'investissement, même si c'est une très bonne nouvelle macroéconomique. Sur le spread européen, donc une limite avait été fixée, je crois que c'était 250 points de base par Christine Lagarde. Oh bah, je suis pas. C'était monitoré. Oui. D'ailleurs, le marché avait essayé de tester. On était passé à 200. Le marché a en tête que 250, c'est un spread clé pour la Banque Centrale Européenne. On voit que le Mais, spread se réduit. Ah, mais Et complètement. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle sur la dynamique zone euro, même si la BCE a toujours ses vraies contraintes d'unité. Ça s'est bien resserré par la hausse justement des taux allemands au mois de février et finalement un niveau record, on va dire, mais plutôt stable au record sur les taux italiens qui sont supérieurs maintenant aux taux grecs. La bonne nouvelle, c'est quand même que les taux instantanés les taux réels instantanés sont vraiment très fortement négatifs. Donc, je pense que le marché se dit. Alors, on a une confrontation entre le marché des actions et le marché des taux. Le marché des taux, lui, s'ancre sur des anticipations, donc à 2,5, alors que l'inflation est à 8,5 constatée, et donc qu'on a un taux réel extrêmement négatif. C'est plutôt une bonne nouvelle qu'on ait un marché obligataire plutôt dépressif et prêt à financer l'Italie à 4,5
alors qu'on devrait être beaucoup plus haut logiquement. Logiquement, même si finalement on a des anticipations d'inflation qui sont très ancrées. Ils vont faire 1% de croissance cette année, l'Italie. Hein. Ouais, donc Ils font un peu mieux là dans cette crise. On voit pas mal de pays, alors les so-called pigs, mais qui surperforment. Hein. Absolument, mais on devrait avoir un ratio de dette sur PIB qui finalement qui reviendrait, enfin qui tournerait à baisser, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Bah oui. Donc j'ai l'impression que c'est plus l'enjeu. L'enjeu, c'est tant que l'inflation n'est pas sous total contrôle, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc, je pense que c'est pour ça que le spread finalement revient sur des niveaux inférieurs à 200 points de base. L'inflation, on l'a beaucoup espéré pendant c'est bien de le rappeler. Temps, oui, et oui. c'est vrai que là, il faut servi. quand même voir le bon côté des choses. Ouais. Oui, ça fait baisser les ratios pour l'instant de finances publiques. Vous citiez tout à l'heure la Grèce en la mettant dans les pays. Je tiens à noter quand même que la Grèce va retrouver sans doute son statut d'investment grade en termes de notation crédit souverain cette année. Après 10 ans effectivement très compliqués, il faut voir les efforts de la trajectoire grecque sur les finances publiques et encore devant nous. Je crois qu'ils ont l'ambition de faire baisser encore de 30 points de PIB, 30 points le ratio de déficit sur PIB. Alors partant évidemment d'un niveau spectaculaire, vraiment spectaculaire, mais il y a quand même l'idée que le mauvais élève a quand même non seulement rentré dans le rang, mais peut permettre de relever la tête et de ne pas rougir aujourd'hui par rapport à absolument. On parlait d'économie administrée, de marché libre. Je voulais bien avoir votre regard sur ce rebondissement dans la réglementation européenne sur la fin des moteurs thermiques 2035, avec donc l'Allemagne qui se rebiffe. D'autres pays s'affichaient déjà contre cette mesure. L'Italie aussi, je crois, sauf que l'Allemagne, évidemment, ça risque de faire basculer la situation, puisque c'est un pays qui compte en termes d'habitants et qui risque de mettre la majorité qualifiée nécessaire à mal dans ce vote attendu pour validation finale des objectifs 2035 et la fin des moteurs thermiques. C'est un mouvement politique, parce qu'effectivement, vous avez raison, il faut une majorité qualifiée pour faire passer la mesure. Donc il y a un report en attendant d'avoir un texte qui prévoit l'intégration, tel que ça avait été prévu dans les négociations en amont des biocarburants. Oui. Donc, carburant de synthèse, e-fuel, biocarburant, les carburants de nouvelle génération. Les carburants qui sont considérés comme durables ou permettant la transition. Censés être carbone neutre. Voilà, carbone neutre. Et donc il faut 15 pays et au moins 65% de la population pour faire valider le vote. Donc tant que c'est la Bulgarie et l'Italie, ça va. Et l'Allemagne, il y a un jeu politique du FDP qui revient sur le sujet pour mettre la pression auprès de la Commission européenne. Moi, je regarde ça avec... ça nourrit toujours, vous le savez, mon sentiment. Moi, je reste à l'écart des constructeurs auto. D'accord. Parce que l'environnement, si vous voulez, on comprend bien, on a vraiment un choc de matérialité entre l'enjeu environnemental, le scope 3 autour des émissions, etc., tous les enjeux environnementaux, et puis la matérialité sociale et économique qu'on va avoir et les conséquences à long terme. Et il ne faut pas oublier qu'il y a 2 gros constructeurs quand même très importants qui figurent dans les indices notamment. Il y a un lobbying important. Eux n'ont pas donné de deadline sur la date à laquelle ils passeront à 100% sur Marque allemande, vous voulez dire, les groupes allemands ? Ah oui, vous verrez. Vous ne trouverez pas d'engagement de BMW et de Mercedes. Ils ont simplement dit, horizon 2025 pour le premier et 2030 pour le deuxième, on sera à 50% sur l'électrique. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des marchés internationaux. Il n'y a pas que l'Europe pour eux. Et c'est vrai qu'en termes d'investissement, cette volte-face pose des problèmes de visibilité. Mais moi, je reste toujours convaincu que de toute façon, une réglementation à marche forcée de ce type-là, en laissant les frontières grandes ouvertes, ça reste un problème parce que il y a des constructeurs étrangers, notamment en Chine, qui sont beaucoup plus avancés, qui sont déjà mass market avec des produits et qui n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir venir proposer leurs produits aux consommateurs européens. Et là, à mon sens, on pourrait être balayé et les constructeurs européens qui sont trop européens, trop domestiques, auront des grandes difficultés. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé, je ne dis pas que ce sera la même chose, mais sur le photovoltaïque, par exemple, où on pouvait avoir une filière d'excellence en Allemagne,
Balayé par le low-cost chinois. Oui. Oui. Vous vous souvenez des valeurs comme Q-Cells, etc. Finalement, c'est l'argument prix qui a compté plus que la technologie. Donc, alors, sauf que là, on est sur des produits premium, etc. pour certaines marques, mais ça jette quand même un gros problème de visibilité. Et je pense qu'il serait peut-être plus raisonnable. 2035, ça veut dire que pour un constructeur où on met 10 ans à produire une voiture, on est déjà sur les produits qu'on proposera à cette époque. Donc, si vous voulez, il y a un vrai problème de décision politique, et le temps du politique n'est pas le temps de l'industrie. Et peut-être qu'il faut être un peu plus progressif dans les objectifs qu'on se fixe. Déjà, il y a une norme dont on parle très peu, qui est la norme Euro 7, qui va être extrêmement contraignante, qui arrive cette année, et donc si vous voulez... Mais c'est encore le moment où on peut se permettre de réajuster peut-être les horizons et le cadrage de la réglementation. Oui, on peut le faire. Parce que le débat n'est pas complètement impertinent, au-delà de la situation de la coalition et du poids du FDP au sein de la coalition allemande. C'est quand même l'idée de dire, avoir une solution unique, standard pour tout le monde, peut-être qu'il y a des options dans le mix transition, des c'est pas transports. Rupture ou déphasage ou changement complet de braquet. Et donc, transition, on peut peut-être l'aménager de façon un petit peu plus souple. En tout cas, à mon avis, socialement, économiquement, on y aurait intérêt. Et amener cette transition de façon un petit peu plus douce serait peut-être quelque chose de plus raisonnable. Bon, on verra. Le poids de l'Allemagne comptant forcément un peu plus que d'autres pays en Europe. On verra comment ce rebondissement évolue dans les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois sur, alors là, spécifiquement la filière automobile et la fin du moteur thermique 2035. Oui, à ce stade, c'est pas complètement plié. Ah bah non. C'est du report. Ah oui, je comprends. On verra comment le débat peut évoluer. On l'a vu sur la taxonomie. Oui. Les choses ne sont jamais figées définitivement en Europe de ce point de vue-là. Logique d'investissement, Frédéric, je reviens vers vous. Bon, je comprenais que les niveaux atteints par les marchés actions en Europe, notamment, soulevaient quelques interrogations légitimes. Oui, c'est-à-dire que, en tout cas, on a beaucoup d'interrogations sur la croissance bénéficiaire. On en parlait tout à l'heure. On veut bien qu'il y ait un pouvoir sur les prix, mais s'il y a un pouvoir sur les prix, il faut qu'il y ait effectivement de l'inflation. Et à ce moment, la BCE resserre sa politique monétaire, d'autant qu'on voit que l'inflation n'a pas commencé à baisser. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'on va en avoir une baisse de la demande, donc on va avoir des prix qui vont commencer à s'infléchir. Voilà, et donc le pouvoir sur les prix des entreprises va se réduire, alors que l'emploi aura encore de l'inertie et qu'elles vont continuer d'avoir des hausses de coûts. Donc on va avoir des baisses de marge, ce qui n'est pas aujourd'hui anticipé par les marchés. Donc plutôt attention pour nous au marché européen. Bon, les marchés américains un peu moins, ils sont déjà quand même un petit peu pris en compte pour nous ces données-là. Hein. Ils sont en avance. La saison bénéficiaire, on l'a vu, n'était pas terrible. Donc avec des baisses de marge, une baisse, oui, c'est ça. Voilà. Et puis la baisse des marges a déjà commencé. Pour nous, elle va arriver. Elle va arriver en Europe et peut-être que, en tout cas, quand on regarde les consensus des analystes, c'est pas dedans. Hein, voilà. Donc, alors que ça nous paraît quand même relativement logique. Et du coup, nous, on se reporte plutôt sur les actions chinoises. On en a parlé. Et puis sur les valeurs de croissance. Alors, on constate effectivement que les valeurs de croissance rendent un peu de leur surperformance parce que les taux remontent. Je vous le disais tout à l'heure, voilà, il y aura peut-être un petit peu plus de resserrement, etc., mais les taux longs ont fait quand même l'essentiel du chemin. Ce qu'on voit, c'est que le cycle économique est en train de ralentir, donc les cycliques, pas terribles, souvent donc des values, pas terribles, sur lesquels en plus les visibilités, compte tenu des changements technologiques, sont assez faibles, et en plus des investisseurs qui vont chercher ce qu'ils aiment, de la croissance bénéficiaire. Et de la croissance bénéficiaire, il n'y en aura pas sur les cycliques, il y aura peut-être de la décroissance, il y en aura plutôt sur les valeurs. Donc il y a un moment de rotation là dans le marché à capter. Pour nous, oui, il a déjà commencé. Là, on a une petite consolidation, mais ça devrait pour nous repartir. Pierre, pour conclure avec vous sur la logique d'investissement. Sur la logique d'investissement sur un portefeuille 50-50, surtout ne pas être sous-investi sur les actions avec pour une fois une prime aux actions européennes. C'est vrai qu'on aime bien les actions européennes. On fonctionne beaucoup en cœur satellite sur les investissements pour l'instant. Donc beaucoup de cœur et du satellite, notamment sur les valeurs de croissance. Et puis sur la partie obligataire, c'est vrai que le cash redevient un actif formidable. Bien sûr. Puisque les taux n'en finissant pas de monter, c'est quand même beaucoup plus protecteur. On pense toujours que les taux longs peuvent revenir, parce qu'on ne comprend pas cette inversion de la courbe américaine à 100 points de base, notamment le 3 mois, 10 ans, qui est absolument incompréhensible. Même si on pense qu'on va avoir une récession, c'est historique comme inversion. Donc,
C'est vrai que le cash redevient très attractif après 10 ans de purgatoire. On verra. Pour l'instant, le CAC bat le cash. Mais à la fin de l'année... Et les actions, ne pas être neutre. Je comprends. Être au minimum neutre, pas sous-investi. Je comprends. Le risque, il y a encore un risque à la hausse. Nous, on pense qu'il y a un risque à la surprise à la hausse, toujours. Mais écoutez, messieurs, merci beaucoup d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Frédéric Rollin, conseiller en investissement de Pictet Asset Management, Stéphane Prévost, DG de la financière responsable, et Pierre Bismuth, DG responsable des gestions de Myria Asset Management, étaient avec nous en plateau.